Otep à tous et à tous. Bon, je sens que c'est un peu timide dans la salle. Alors, peut-être que... Non, moi, je leur en veux pas. Peut-être que les gens n'ont pas encore conscience de la force et de la signification de ce terme, en fait. C'est peut-être... Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais on a remarqué ça à plusieurs reprises. Chaque fois qu'on prononce ce terme, bon, évidemment, les blancs, les locodermes, hein. Locoderme, attention, ce n'est pas un terme raciste. Je vois beaucoup de blancs qui s'énervent à chaque fois qu'on dit locoderme. Même si certains mettent peut-être du ressenti dans ce terme, mais à la base, ce terme est un terme scientifique. Hein? C'est de l'indo-européen. Ça veut dire, loco, ça veut dire blanc, derme, le derme blanc, la peau blanche, tout simplement. D'accord? En indo-européen. Donc, c'est un terme scientifique. D'ailleurs, il a été utilisé la première fois par les scientifiques européens. D'accord? C'est pas parce que certains d'entre nous, en disant ce terme, mettent peut-être un peu de ressentiment. Hein, l'histoire est bordée de choses qui font que certains sont peut-être justifiés à avoir du ressentiment. Et ils disent ce terme avec une tonalité qui semble vraiment raciste, qu'il faut croire que ce terme est vraiment raciste, anti-blanc. D'accord? Non, locoderme, ça veut dire peau blanche. Alors, si vous préférez, je dis blanc. Mais il y a aussi des gens qui peuvent mettre du ressenti dans le terme blanc. Non, blanc, sale blanc. Vous voyez? Donc, blanc prononcé comme ça, vous voyez tout de suite que c'est le ressenti qui compte, en fait. D'accord? Donc, locoderme n'est pas forcément un terme raciste. Bref. En tout cas, moi, je disais ça parce que donc, le frère a parlé de la connaissance directe. Ce que j'ai remarqué... c'est vraiment un problème qui se pose. Je trouve que c'est le conseil de Cheikh Anta Diop qu'on applique le moins. Depuis que je milite, plus de 20 ans, je trouve que c'est pas normal qu'au sein de notre génération, il y ait très peu de gens qui maîtrisent les hiéroglyphes. Vous pouvez faire un micro-trottoir autour de vous. Il y en a qui font semblant sur le net, ouais, je m'appelle Osiris, tatati. Vous demandez-lui, il dit Otep. Écris Otep. Il ne peut pas écrire. Il sait juste le dire. Et c'est pas normal, ça fait 20 ans qu'il est militant kémite et il ne sait pas écrire son écriture. Ça, je trouve que c'est une anomalie. Attention, je me mets dedans. D'accord? Je ne suis pas en train de juger les gens. Je dis qu'au sein de notre génération, c'est pas normal qu'on ne maîtrise pas les médules de terre. Au moins qu'on ne... Peut-être pas maîtriser, mais au moins qu'on connaisse le minimum quand même. Il y a un minimum à connaître. Mais c'est ça la connaissance directe en fait. Donc quand Diop nous dit il faut la connaissance directe et qu'on ne connaisse pas les médules de terre, mais en fait, on ne fait pas ce qu'il dit. Donc, on fait, je sais pas moi, on frime sur le net, on frime en soirée, on frime en réunion, en disant, tiens, je m'appelle Osiris, machin, machin, mais en fait, ouais, Osar, Asset, machin, Djibouti, ouais, mais tu sais même pas, même les unilitaires, tu les connais même pas. Ça, je trouve que notre génération devrait avoir honte de ça. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un sujet que je voulais aborder, quitte à gêner certains de notre mouvement, c'est pas grave. Moi, j'adore ça. D'accord? J'adore déranger quand c'est pour la bonne cause. Et dans un premier temps, donc, je vais expliquer un peu, moi, ce que j'entends. En tout cas, comment je suis arrivé, justement, à réaliser cette nécessité de la connaissance directe. Et surtout, comment j'ai découvert le grand savant pour lequel, que nous célébrons aujourd'hui, donc, Cheikh Anta Diop. Alors, donc, le Cheikh Anta Diop Day, j'ai eu l'idée, entre guillemets, c'est pas moi qui ai eu l'idée de Cheikh Anta Diop, hein, c'est depuis 1985, c'est quand Cheikh Anta Diop était parti aux États-Unis et il a été reçu justement par le maire d'Atlanta, qui s'appelle Andrew Yang. Et Andrew Yang est un grand monsieur, malheureusement, bon, on ne le connaît pas assez, mais il a eu ce courage-là. Parce qu'en fait, à un moment donné, Diop était coincé ici, était coincé dans le monde francophone parce qu'il était boycotté par l'élite française. Donc on le traitait même de malade, psychologiquement malade, quoi. En gros, il voulait doper les Noirs C'était la période des indépendances. Hein. Donc tous les pays réclamaient l'indépendance. Et donc on l'accusait, les autres, c'est les scientifiques locaux d'armes, l'accusait justement d'inventer une histoire pour doper les Noirs qui sont en train de réclamer l'indépendance. Donc en fait, c'était plus des analyses psychologiques qu'on lui faisait. Et bon, ça à la limite, c'est
c'est leur boulot, j'ai envie de dire. Ils ont l'habitude de faire ça. En tout cas, de nous attaquer sur tous les angles. Là, c'est l'angle psychologique. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que justement, les Noirs écoutaient plus, justement, ces analyses qu'on faisait de Diop. Ce qui faisait que les Noirs pensaient réellement que Diop avait un problème. Qu'il y a, je sais pas, c'était pas clair dans sa tête. Et les étudiants, moi j'ai eu des aînés qui m'ont témoigné que les étudiants évitaient Diop. Quand Diop était, si tu veux avoir ta thèse, il ne vaut mieux pas lui parler. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à isoler Diop dans le monde francophone en fait. Il avait beau se débattre, faire des choses magnifiques, mais il n'atteignait pas sa cible. D'accord? Donc, quand il a décidé de rentrer en Afrique, en se disant, bon voilà, ça va être mieux là-bas justement, je vais rentrer chez moi et je vais conscientiser les gens, je vais enseigner la science. Qui est-ce qu'on a envoyé? Senghor. Senghor l'a bloqué. Donc, en plus, on lui a donné mention honorable. Parce que si on lui donnait mention très honorable, il pouvait enseigner. Donc, pour ne pas qu'il enseigne ni ici, ni là-bas, on a donné mention honorable. Donc, c'est subtil. C'est très subtil. Et non, on ne voit pas tout ça, en fait. Le gars, il se retrouve au Sénégal, sous la présidence de Senghor, qui lui a tout bloqué. Donc, le mec, il ne pouvait même pas faire ce qu'il a voulu faire, en fait. Il ne pouvait pas enseigner, il était obligé d'ouvrir un petit laboratoire de rien du tout. Il avait le salaire d'assistant. Vous vous rendez compte? Un grand s'en va comme ça, il a un salaire d'assistant. Bref, il était dans la misère. Donc en fait, c'est grâce à, on va dire, à un aîné qui est aussi décédé, un noir américain, qui s'appelle John Henry Clark. John Henry Clark, il est très connu aux États-Unis. Il fait partie des références avec Dr. Ben Yochanan. Je pense que certains les connaissent ici. Quand John Henry Clark est venu à Paris, en tant qu'étudiant noir américain, il a entendu parler du Diop. Il a eu la curiosité de prendre de connaissance de ses travaux et tout. Et waouh, c'est qui ce mec? Et il a voulu rencontrer Diop. On lui a dit non, il est au Sénégal. C'est pas grave, moi je vais aller au Sénégal. Voilà comment John Henry Clark s'est débrouillé pour atterrir à Dakar. Il a voulu rencontrer Diop. Bon, il y avait une sorte de conférence organisée et tout ça. Il a pris le prétexte de cette conférence pour demander où se trouve le professeur. La conférence sur le sujet dont Diop n'avait pas été convié. Hein. On n'a pas invité Diop. Justement parce que l'intelligentsia, c'est que Senghor le tient en joue. Et que si on le met, on va lui donner une tribune formidable pour encore conscientiser toute l'Afrique. Et c'est ça que le système ne voulait pas. Donc, quand il a appris que, non seulement en partant au Sénégal, la conférence qui traite de ce sujet-là, de l'Afrique, etc., Diop ne peut inviter. Il a dit, bon, je suis encore plus déterminé à rencontrer Diop. Donc, il s'est débrouillé et tout ça. Et bon, il y a des vidéos de lui qui racontent justement comment Diop lui disait, tiens, prends cette rue, viens en taxi, fais comme ci, comme ça, justement, pour ne pas tomber dans les mailles du filet des services secrets sénégalais et tout. Bref. Donc, il a rencontré Diop. Et il a dit, ouais, voilà, j'ai été subjugué par vos travaux, tout ça, etc., etc. Il dit, mais c'est pas les seuls travaux que j'ai, voilà tous mes livres. Donc, il a découvert tout l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et c'est là qu'il a dit, il témoigne, hein. C'est là qu'il a dit, non, bah, franchement, voilà, moi je vais amener ça à mon peuple noir américain. Et Diop a été touché par sa démarche. Il a dit, non, franchement, il faut le faire. Et après, il y en a qui disent que Diop lui aurait dit que c'est vous l'avenir. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de Noirs américains qui se gonflent de ça, en fait. C'est-à-dire que même Diop a dit que c'est nous l'avenir. Bon, bref. En tout cas, John Henry Clark a créé ce lien-là entre Diop et le monde noir américain. D'accord? Donc, John Henry Clark a traduit les travaux de Diop et l'a fait connaître au monde noir américain. Le monde noir américain qui était déjà sensibilisé à cette question de l'Égypte antique via le docteur Ben. Il y a un docteur qui s'appelle Ben Yochanan, Youssef Ben Yochanan, d'origine éthiopienne. Je crois qu'il est falacha même, bref, d'origine. Puis bon, voilà, il est devenu noir américain parce que sa mère est rentrée en Amérique, elle est partie en Amérique. Bref, donc ce gars-là avait déjà fait découvrir au monde noir américain l'Égypte antique.
Il faisait un vrai travail là-dessus. Il faisait même des sessions où il amenait des Noirs américains en Égypte, etc. Bref. Donc, le maire d'Atlanta, M. Androuillon, c'est lui qui finance la venue de Cheikh Anta Diop. Et il a fait des conférences, des interviews. C'est d'ailleurs la fameuse interview, il est interviewé par une sœur. Je pense que tout le monde est tombé dessus. C'est pendant ce séjour-là. En fait. Il a fait des interviews, des conférences. Et c'est Androuillon qui a déclaré le 4 avril Cheikh Anta Diop Day. Voilà, je trouve que c'est vraiment un courage. Bon, après, on est aux États-Unis. Le premier amendement, on a le droit de faire ce qu'on veut. En France, ça n'aurait pas été possible, je pense. Et donc, il a déclaré ce jour-là. Et depuis cette époque, on fête aux États-Unis le Cheikh Anta Diop Day. Donc, voilà. Alors, il y avait un mot qui était important dans tous les discours de Cheikh Anta Diop. Quand vous lisez les œuvres de Cheikh Anta Diop, il y a la nécessité que les Africains maîtrisent la science. D'accord? Qu'on sorte un peu je n'ai pas envie de dire folklore, mais ouais, des bricolages. Qu'on sorte des bricolages et qu'on soit dans la science. Et il savait très bien qu'il faut bousculer l'Africain en fait pour qu'il s'intéresse à la science. C'est pour ça qu'il utilisait des mots un peu brutaux. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Parce qu'il savait très bien que ça va jouer sur le psyché de l'Africain. Si vous dites juste, oh, faites un peu de science, bon, ok. Je pense que voilà, ça ne va pas percuter. Donc il a utilisé tous ces mots-là pour vraiment nous interpeller. Et à chaque fois, il insistait sur la nécessité de la connaissance directe. Il faut la connaissance directe. Armez-vous de science jusqu'aux dents et apprenez à connaître les choses directement. Il disait de différentes façons, mais c'était toujours le même discours. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de connaître une culture, n'importe quelle culture, vous l'étudierez, vous connaîtrez toujours par la langue. Oui, parce que si vous ne connaissez pas la langue d'une culture, comment vous pouvez être spécialiste? Il n'y a que les africanistes qui font ça. Ils sont spécialistes d'aucune langue africaine, mais ils sont spécialistes du peuple Dogon, du peuple ceci, cela, mais tu ne parles même pas leur langue. Pour accéder à une culture, la langue, c'est primordial. Et la langue égyptienne, on a la chance, c'est qu'elle a été écrite. C'est l'une des premières, la première, hein, même si les autres discutent sur l'Asie, mais nous on sait que c'est la première de langue vraiment où l'écriture est attestée, est gravée. Ils ont même gravé ça dans la pierre pour qu'elle ne disparaisse pas. C'est comme s'ils savaient ce qui allait nous arriver. Ils savaient. Voilà. Donc, malgré toutes les turpitudes, esclavage, déportation, etc., et amnésie, je pense que c'est la tourloupe la plus forte que le colon a réussi, c'est de nous faire oublier, en fait, nous-mêmes. Et à partir du moment où on s'oublie soi-même, on est corvéable à merci. On peut vous prendre en esclavage, vous déporter à gauche, à droite, vous dites de danser, de faire n'importe quoi, vous allez le faire. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et donc, le terme OTEP que j'ai prononcé tout à l'heure, vous avez répondu un peu timidement. Les anciens Égyptiens l'écrivaient comme ça. Ok? Donc ça, c'est le signe. Alors, ils l'écrivaient comme ça. Ok? Mais en fait, ça, c'est plus complet, en fait. Ok? Parce que si vous ne savez pas comment ça se prononce, eh bien, ça, avec les monolithaires, ça c'est le T, ça c'est le P. D'accord? C'est là pour confirmer le son. Si vous dites OTEP, si la personne a oublié c'est quoi, ça veut dire, eh bien oui, rappelle-toi, ça se finit par T et P. D'accord? On appelle ça les compléments phonétiques en fait. Donc, voilà. Alors, le hiéroglyphe, c'est celui-là. En fait, ça c'est une offrande de pain. C'est du pain ça. Parce que souvent les Égyptiens, quand ils faisaient des offrandes, ils offraient beaucoup. En fait, le pain revenait à chaque aliment, à chaque repas. Ils aimaient le pain en fait. Bref. Et ça c'est la table d'offrande en fait. D'accord? Et voilà. Ça c'est translitère, en fait c'est HTP. Ok? Et on prononce ça OTEP. En fait, ça veut dire la paix, ça veut dire la sérénité, la stabilité. Parce que quand on offrait une offrande à un ancêtre,
L'ancêtre était satisfait en fait. Il était satisfait, il était dans la joie de recevoir cette offrande en fait. Donc il est Hotep, on dit. Donc en fait, quand on souhaite Hotep à quelqu'un, c'est comme si on lui disait que la paix, que la sérénité soit sur toi. C'est gentil ça. C'est pas méchant, c'est pas raciste. Voilà. Donc quand vous entendez le terme Hotep, il faut penser à ça. D'accord? Je vois la plupart des gens sur Internet, les Camille, ouais, mais est-ce que vous savez écrire Hotep? Vous ne savez pas écrire Hotep. Voilà, maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, vous saurez comment on écrit Hotep. J'espère que ça vous donnera envie d'apprendre les mesures monétaires. Alors, donc, justement, le professeur est là pour vous parler de l'œuvre vraiment du savant, mais moi je voulais mettre le doigt sur cette guerre psychologique en fait qu'il y a entre nous et les colonisateurs. Eh bien, je trouve que l'arme vraiment que le colonisateur a utilisée le plus efficacement contre nous, c'est le doute de nous-mêmes. Le fait qu'on doute de soi-même, eh ben, on peut être conscientisé hein, et avoir un doute. Attention, je ne dis pas que forcément les aliénés seulement sont sujets à cette victime de cette arme. Même les gens conscientisés, vous allez le voir tout à l'heure. Enfin, je ne les ai pas mis dans la présentation, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc, bien sûr, bon, il y a les armes classiques, voilà, les canons, les bateaux, les déportations, bon, ça c'est physique. Mais il y a les armes psychologiques qu'ils ont utilisées. Et je trouve que ces armes-là, on n'a pas assez combattu ces armes, en fait. Et Diop, c'est l'un des premiers qui a vraiment mis un stop à cette armada qui déclenche le doute de nous-mêmes. Et il a tout de suite compris là où il fallait frapper, en fait. Et en frappant à l'Égypte antique, il a frappé au bon endroit. Et les Noirs ne réalisent pas encore ça. Encore aujourd'hui, on entend des discussions sur Internet. Ouais, vous parlez de l'Égypte. Il y a des Noirs qui sont devenus des égyptophobes, en fait. Il ne faut pas leur parler de l'Égypte antique. Voilà. Lui, le Congo, l'Égypte, ce n'est pas son problème. Lui, voilà, hein, Sénégal ou machin, oui, d'accord, mais pas l'Égypte. Je vois encore cette discussion se dérouler 35 ans après le colloque du Caire. Je ne sais plus, 65 ans après National Agriculture. Ça veut dire que le problème, il est profond, en fait. D'accord? Le doute de nous-mêmes, il est profond. Même quand on croit être conscientisé, il y a toujours... En tout cas, même moi-même, hein, des fois, quand je tombe sur une situation délicate, je m'interroge toujours, tiens, est-ce qu'il n'y a pas ce doute en moi, le doute de moi-même en moi? Parce qu'on n'est jamais complètement désaliéné. Ça, c'est mon avis. Ok? Donc, suivant. Alors, là, j'ai pris une citation du grand savant dans le livre Civilisation et barbarie, anthropologie, complaisance, voilà, en 81. Donc, il dit exactement ceci. L'existence d'une égyptologie africaine seule permettra, grâce à la connaissance directe qu'elle confère, de dépasser pour de bon les théories frustrantes et dissolvantes des historiens obscurantistes ou agnostiques qui, à défaut d'une information solide puisée à la source, cherchent à sauver la face en procédant à un hypothétique dosage d'influence. Seul l'enracinement d'une pareille discipline scientifique en Afrique noire amènera à savoir un jour la nouveauté et la richesse de la conscience culturelle que nous voulons susciter, sa qualité, son ampleur, sa profondeur, sa puissance créatrice. L'Africain qui nous a compris, donc ça suppose l'Africain qui nous a lu aussi. Hein. Parce que je vois aujourd'hui les gens ne veulent pas lire, ouais, mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas lu. Donc il faut vraiment lire Diop, donc il faut acheter les livres de Narmer. Bref. Donc, l'Africain qui nous a compris est celui-là qui, après lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, porteur d'une nouvelle civilisation parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Ça, c'était central. C'était central. Et ça, on ne peut pas être conscient de ça si on n'a pas accès justement au savoir des anciens de la vallée du Nil. Connaître les Médounétaires, c'est comme avoir un dialogue indirect avec ses ancêtres disparus de la vallée du Nil.
C'est comme, il y a un noir américain qui s'appelle Ujaou Menhib Iri Mahat. En fait, c'est mon professeur de militaire. Et il utilise souvent une expression, il dit meeting of the mind. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais en tout cas, ouais, la rencontre des mentalités, des esprits, bref, des esprits quoi. Et bien c'est ça qui se passe en fait. Quand vous accédez au texte, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Qu'il soit blanc, noir, peu importe, personne ne peut vous raconter n'importe quoi. Même un noir qui essaie de faire croire qu'il connaît les méduses, mais vous allez tout de suite le griller. Parce que vous voyez où il commence à dériver, où il commence à fabriquer des choses, etc. Parce que vous êtes en connexion directe avec vos ancêtres. Et c'est ça, en fait, la vraie utilité de la connaissance directe. C'est que ça vous mettra en direct, en connexion avec vos ancêtres. Sans besoin d'intermédiaire. Donc, le médicament qu'on se doute, ce sont les œuvres de Diop Benga. Tout simplement. Ne cherchez pas nulle part ailleurs. Si vous ne faites pas ça, vous aurez toujours ce doute-là. Quelle que soit la connaissance ou, je ne sais pas, le chemin que vous prendrez, bien sûr, il y aura la guérison d'une partie, mais il restera toujours une partie. Si vous voulez éradiquer tout ce doute, Diop Benga, tout simplement. Voilà. Donc, la suite. Alors, donc vous devez vous demander, mais pourquoi il présente lui? Il y en a certains qui vont demander sur Internet, parce qu'on commence à les connaître, les camis du net. Ils sont pas gentils, très méchants. Mais pourquoi il parle lui? Il parle en tant que qui? C'est qui lui? Je sais que ces questions vont arriver. Donc pour faire taire toute polémique future, je dis qui je suis. Voilà, avec, j'espère avec sincérité, honnêteté, puis voilà. Après jugerons si j'ai le droit ou pas de présenter quelque chose. Donc je vais présenter ma biographie militante. Quoi? Oh merde. Non, non, c'est... Bon, ok. Alors, pourquoi j'ai mis ce slide? Pas par masochisme, vous pensez bien? Tu es un provocateur. Ouais, je sais. J'aime ça. Et en fait, c'est parce que je me suis dit, il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête. Ok? La plupart des gens jouent au jeu de faire croire qu'ils étaient conscients depuis on ne sait pas quand, d'ailleurs. Grosso modo, ils seraient même nés conscients. Voilà, comme s'ils sont nés avec le livre de Malcolm. Il faut arrêter ça, les frères. À un moment donné, vous étiez inconscient. D'accord? Moi, j'ai voulu me mettre à nu et mettre cette photo-là pour que les gens réalisent que non. Mais attends, là je suis en mode Jésus Akbar. Là, c'est... Voilà. Je veux dire... Donc, faut-il que les gens qui sont comme ça, ils sont en pression? Je cherche pas la provocation. Mes frères noirs chrétiens, je vous aime. Ok? C'est pas une façon de vous, comme on dit, 10, je sais pas comment, de vous. Merde. Bon, bref, j'écoute trop de l'anglais. En tout cas, c'est pas une façon de vous critiquer votre démarche, mais je me dois d'être honnête. Je me dois de dire les choses comme je les ai vécues moi. Je parle de moi. Je parle pas, j'attaque pas les chrétiens noirs. Je parle de moi, d'accord? J'étais sincèrement dans cette démarche-là. Ok? Donc, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un héritage colonial. Que vous le vouliez ou non, c'est un héritage colonial. Et la tare africaine l'a mieux partagée. C'est ce que j'ai mis. Un Africain qui dit qu'il est né dans la colonie comme moi, hein, j'ai oublié de le préciser, je suis né au bled, grandi au bled, je suis venu après mon bac. Donc ça veut dire mon mental. Dans quel bled? Au Gabon. Une colonie qu'on appelle le Gabon. D'accord? Et en plus, je ne suis pas né à Libreville, je suis né au village. Voilà, grandi au village. En tout cas, celui qui est né comme moi et qui peut prétendre qu'il a échappé à l'héritage colonial, c'est un menteur. C'est un mytho. Voilà. Moi, je le dis, c'est un mytho. Et s'il n'est pas content, qu'il vienne qu'on débatte, on va voir que c'est un mytho. Donc, on a tous cet héritage-là en nous, en fait. C'est même de nier cet héritage qui me... Tu es suspect. Tu veux nier ça? Comment tu vas combattre ça si tu veux nier ça? Si tu nies, c'est que tu veux cacher ça, c'est que tu aimes. En fait, tu aimes l'aliénation. Oui, bah oui. Donc, moi, je préfère les gens qui sont honnêtes. Disent, ouais, voilà. Voilà. Moi, j'étais à fond dedans. OK?
Et j'ai dit que c'est la terre africaine la mieux partagée. Ok? Et voilà, voilà, je l'ai déjà dit, seuls les menteurs osent prétendre être nés conscients. Après, bon, j'ai peut-être été un peu radical là-dessus. Bon, il y a des cas, effectivement, mais c'est une minorité qui sont nés je sais pas moi, je sais pas, les enfants des Black Panthers, qui ont été élevés justement dans cette tradition, etc. Oui, ceux-là, ils peuvent prétendre que, ah ouais, d'accord, je suis peut-être né conscient. Mais c'est une minorité, il ne faut pas se mentir. La majorité sont comme moi. C'est-à-dire, on vient d'un monde inconscient. Alors, donc, dans ma petite campagne gabonaise, c'est le hip-hop qui m'a touché, en fait. Je vois que je n'ai pas les attirails, mais en tout cas, le cœur y est. Le cœur y est. Donc, mon premier réveil, ok, ça a été le hip-hop. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, déjà par honnêteté, pour vraiment dire complètement d'où je viens, en fait. Je pense que c'est cette démarche qu'on devra avoir. Hein? Quand je ne sais pas le passé de quelqu'un, en général, je me méfie. Enfin, je garde ma méfiance pour moi, mais je me méfie d'abord. Quand je connais après son passé, ah ok, je vois sa trajectoire, là je peux faire confiance. Bon, bref. En tout cas, moi, c'est dans cette démarche-là. Alors, là, je vous ai mis la photo. Beaucoup de gens écoutent le hip-hop aujourd'hui. Enfin, là, ça a changé de forme, etc. Bon, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Bon, bref. Mais le hip-hop, c'est eux qui ont créé le hip-hop. C'est même pas... Je me suis mal exprimé. C'est pas eux qui ont créé le hip-hop. C'est lui qui a créé le hip-hop. Ça, c'est les gens qui ont été influencés par lui. D'accord? Donc, l'inventeur du hip-hop, c'est lui. Je vais parler de lui après. Il s'appelle Kool DJ Herc. Ok? Donc, ça c'est Grandmaster Flash, avec la casquette. Et là c'est Afrika Bambaataa. Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa ne sont que entre guillemets, les enfants de lui là. C'est lui qui les a influencés. C'est très important que je répète ça. Parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Bon, voilà, bien sûr, le hip-hop a ramené des principes et des valeurs que je trouve, franchement, après m'être conscientisé, je trouve que ça se rapproche de la maths. De mon monde inconscient, le milieu que je trouve que, après analyse postérieure, se rapproche de la maths, c'est le monde que j'ai rejoint, c'est le hip-hop. Ok. Dans la discussion, on aura ce débat, tout à fait. Je suis en accord, en fait, avec ce que tu dis. Alors, donc, voilà. Alors, du rap conscient, qui m'a donné envie, justement, de réfléchir, knowledge, tout ça, là, je suis passé à la lecture. Et je me rappellerai toujours de ce livre. Je sortais avec une Martiniquaise qui avait ce livre-là. Puis moi, en train et tout, par curiosité, je savais c'était qui Aimé Césaire, mais bon, bref. Par curiosité, j'ai commencé à lire tout. Waouh! Et j'ai lu toute la nuit ce livre. Et voilà, j'étais là, je trouve qu'il disait ce que je ressentais sans être capable de dire. Et j'étais absolument, tu dors pas? Non. Et j'étais comme ça. Et le lendemain, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait des recherches sur lui. Il dit qu'il y a un mec qui est encore plus balèze que lui. J'ai oublié même la phrase qu'il avait dit, le noir le plus, je sais pas quoi, enfin bref. Le plus subversif, c'est Cheikh Anta Diop. Donc le lendemain, j'ai acheté ça. Et j'ai appris que Fanon, c'était son élève, c'est ça. Voilà, bref. C'est comme ça que je suis rentré dans le savoir, la suite. Et puis, bon, voilà, à partir de là, c'était parti. Je ne pouvais plus faire marche arrière. J'ai été piqué par le virus de Diop. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la dynamique de conscientisation et de conscience historique africaine, en fait. Parce que moi, je me définis comme un étudiant. Parce que voilà mes professeurs, hein, ils sont là. Je crois que je les ai mis dans la présentation. Mais je suis leur étudiant. Ok? En conscience historique africaine, c'est ce que nous devons acquérir. Ok? Étudiant, chercheur en conscience. Chercheur, pourquoi? Parce que je me dis que il faut qu'on arrête cette logique passive où on vient à des conférences comme on allait à l'église en fait. Tu vas à l'église, le pasteur, amen, hein, tu rentres à la maison faire les péchés, tu reviens dimanche. C'est ce qu'on fait dans le monde conscient. On vient samedi, on écoute les professeurs ou les machins.
Ah ouais, nous avons un truc de pharaon, ouais, ouais, mais on lit rien. On rentre à la maison, on note rien. On n'apprend rien. Et on revient le week-end prochain parce qu'on en a besoin. Comme les chrétiens à l'église, en fait. Donc, c'est comme si on faisait l'église consciente, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère me définir comme étudiant chercheur en conscience historique africaine. Donc, le poison africaniste existe toujours. Il ne faut pas qu'on s'endorme là-dessus. Et c'est la connaissance directe qui fera qu'on pourra défier ces gens-là. Bien sûr, ils sont défiés par nos aînés. Hein. Le professeur est là, il sait que ces gens-là, ils s'occupent d'eux. Mais nous, nous devons nous armer aussi de science et de médonnétaire jusqu'aux dents pour pouvoir affronter les petits de ces gens-là. Parce que ces gens-là, j'ai appris que un certain Alain Fourman, dont je n'ai pas mis la photo, il continue à faire des conférences. Et c'est quelqu'un qui, croyant que ça me plairait, me dit, tiens, voilà une belle conférence qui pouvait te plaire. Je regarde, c'est nulle part ailleurs, mais la salle est bondée de monde. Eh bien, ce sont ces gens-là. Donc, ils continuent à faire leur travail de merde, excusez-moi. Ils ne digèrent pas que leurs aînés ont perdu devant Diop Obenga. Et ils continuent à faire le travail de diffuser leur poison, en fait. Alors, discrètement. Voilà, donc nous devons réellement nous armer jusqu'aux dents. Ça, c'est aux États-Unis. Elle fait le même rôle qu'eux, elle et ses collègues. D'accord. Voilà, elle a publié Not Out of Africa. Hein? How Afrocentrism became an excuse to teach myth and history. Ok? Donc c'est clair. Là, enfin, vraiment c'est clair. C'est un peu la même chose qui est défendue par les versions francophones. Et bien sûr, Obenga a répondu dans ce livre que je vous conseille. Il a répondu à tous ces gens-là. Donc tant qu'Obenga est vivant, ces gens ne peuvent pas prospérer. Mais je pense qu'ils attendent tous qu'ils meurent pour que ces gens sortent du bois. Vous allez les voir partout. D'accord? Donc voilà. Ensuite, et voilà. Ce qu'il faut faire, c'est juste ça. Vous faites ça. Pourquoi c'est important de lire d'abord ça? Parce que vous pourrez lire après n'importe quel livre. Ok? Vous allez tout de suite voir les insuffisances du livre, en quoi le livre est pertinent, etc. Vous allez tout de suite le voir. Parce que ça, vraiment, c'est l'antidote. Ok? Voilà. Donc, sur ce, je vous dirais, comme le professeur avait dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Moi, je dirais, armez-vous de médonnétaire jusqu'aux dents. Et arrachez votre patrimoine chimique. Merci. Vraiment beaucoup d'applaudissements pour le frère Kalouz. L'homme qui est capable de mélanger Cheikh Anta Diop, les médonnétaires, en passant par Grandmaster Flash, les Furious Five, DJ Cool Air et compagnie. Vraiment beaucoup d'applaudissements pour le frère Kalouz.